une dynamique complètement personnelle qui vient, comme je vous ai dit, de mon histoire personnelle, de lecture, d'expérience. Et donc, ce sont des hypothèses. Et si des professionnels jeunes veulent bien les prendre en compte et faire un vrai travail universitaire dessus, c'est pour ça que c'est fait. Donc ce sera avec plaisir. Et tout peut être contredit. Je ne prétends absolument pas à la vérité, simplement je prétends ne pas avoir peur de l'erreur et faire une proposition. Donc, et aussi ce qui m'anime, c'est le fait de travailler pour construire, pour dépasser, et non pas seulement pour constater et se plaindre. La reconquête de la souveraineté par le travail, effectivement, c'est un élément essentiel dans le travail de Bernard Friot. Et effectivement, dans cette reconquête de la souveraineté sur le travail, il y a la notion de travail bien fait. Là, je cite des chiffres, par exemple les chiffres de la DARES qui disent que 8% des personnes en emploi ont le sentiment d'occuper un poste inutile et estiment qu'elles ne peuvent pas travailler correctement. 30% d'entre elles doivent mentir à des clients, à des patients, à des usagers ou à des collègues. 14% sont amenés à traiter injustement ou à favoriser des personnes, soit par du refus de droit, soit par du passe-droit. 56% regrettent de ne pas pouvoir faire du bon travail, de devoir sacrifier la qualité. 56%. Alors, Dominique Méda, c'est un petit texte qu'elle a commis. Place et sens du travail, ce serait une singularité française. Les autres Européens se contrefoutent de la qualité de leur travail. C'est intéressant. Toujours est-il que Yves Clos, lui, fait un travail, et justement, la dernière contribution de Bernard Friot dans Le vent se lève fait référence aux travaux de Yves Clos, qui interroge effectivement la position des gens sur le travail. Et pour lui, il pense qu'il est donc titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM, et il assume qu'il faut développer ce qu'il appelle les ressources psychologiques et sociales des salariés. L'acronyme, c'est RPS. RPS, c'est utilisé comme risques psychosociaux par nos chers responsables de ressources humaines. Et lui, il pense au contraire, il faut développer les ressources psychologiques et sociales des salariés. Et ce projet va bien avec la proposition que je vais vous faire. Donc le plan de la conférence, comme vous allez voir, ça va aller au pas de charge. On part des compagnons sous l'Ancien Régime, et puis arrive le capitalisme, et dans ce cas-là, il faut reconfigurer beaucoup de choses. Le travail abstrait, justement, permet une approche spécifique sur la qualification. Première étape, les compagnons sont captés par Pétain. Deuxième étape suivante, donc heureusement, les lycées professionnels, sur lesquels il y a beaucoup à dire. Et ensuite, étape suivante, les compagnons sont à nouveau captés par Macron. Et pour terminer, des perspectives de dépassement. Alors, donc, la première étape que je vous propose, effectivement, c'est un rapide tour d'horizon sur ce qu'est le compagnonnage. Donc là, je vous montre en bibliographie ce que j'ai pu consulter. Ça ne prétend pas du tout être exhaustif, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est le livre d'Étienne Martin Saint-Léon. C'est le premier livre qui est sur le compagnonnage, qui est vraiment un travail historien, c'est-à-dire un travail qui travaille sur source. Ce travail d'un Américain, Sewell, est vraiment très intéressant parce qu'il enjambe l'Ancien Régime et la post-révolution, sans créer une espèce d'origine mythique à la Révolution française qui nierait ce qui peut exister avant. Ce blog, Jean-Michel Matonnière, c'est effectivement un historien contemporain qui, lui aussi, travaille exclusivement sur source, qui est très intéressant sur ce sujet. Et ce livre, cette revue Formation-Emploi, qui est disponible gratuitement sur Internet jusqu'en 2005, a beaucoup d'informations sur ce qui est la formation professionnelle.
Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est les compagnons sous l'Ancien Régime? Donc, c'est des personnes qui représentent à peu près, c'est stable sur le temps long en proportion, à peu près 25% de la population, le reste de la population, effectivement, étant en campagne. Ces gens, pour avoir une approche par le mode de production, sont des gens qui ne sont pas au cœur de la domination du mode de production, puisque c'est l'agriculture qui est exploitée en tant que dynamique de mode de production. Donc ils sont un petit peu à part, ce qui leur crée une liberté de mouvement. Ils sont de deux types. Certains sont maîtres de boutique, c'est-à-dire qu'ils sont légaux, c'est-à-dire qu'ils existent, leurs métiers sont définis, et c'est ce qu'on appelle métier juré ou jurande, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'engagent justement au travail bien fait. De l'autre côté, les compagnons qui après créent le compagnonnage, c'est des distinctions qui ne sont pas très intéressantes dans ce cadre, sont illégaux, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui se positionnent en dehors des lois. Leur rapport entre les maîtres et les compagnons, puisque effectivement, comme vous le comprenez, les compagnons travaillent pour les maîtres. Les maîtres sont en boutique, donc ils sont stables, ils ont pignon sur rue, et les compagnons, eux, offrent leur travail. Ils ont en commun, ce qui est très important, le fait d'avoir le travail bien fait, et effectivement, à des degrés très divers, ils pratiquent le chef-d'œuvre, alors soit en preuve d'une qualification, etc. Il y a plein de situations où le chef-d'œuvre intervient. Alors, extrêmement important aussi pour la suite de l'exposé, c'est deux types de personnes. Les maîtres de boutique ou les compagnons sont ce qu'on appelle les tenants des arts mécaniques. Ça, c'est une approche que je vais beaucoup développer parce qu'elle me semble extrêmement importante sur le temps long. Donc, comme vous voyez, les arts mécaniques, ce sont tous les travaux, on va dire, de type manuel. Alors, la différenciation, ce que je vous expliquais rapidement, les maîtres de boutique donc, ont recours au roi, ont recours à la loi, alors que les compagnons sont plutôt sur le coup de justice et de décrets qui les empêchent d'agir à leur guise. Les maîtres de boutique sont souvent effectivement les maires, les bourgmestres des villes. Donc, ils sont très liés au pouvoir municipal, alors que les compagnons, en fait, développent le contrôle de l'embauche, c'est-à-dire des systèmes où ils organisent des bureaux d'embauche, des bureaux d'emploi. Les maîtres de boutique ont une légitimité religieuse, alors que les compagnons sont soupçonnés de blasphème. Les maîtres de boutique ont une forte tendance au monopole, puisque effectivement, pour garder, on va dire, des parts de marché sur leur métier sur une ville, ils limitent le nombre de personnes qui puissent s'installer. Donc, ils ont des systèmes de droit d'entrée, etc. Alors que le compagnon va plutôt travailler, lui, sur le perfectionnement du métier. Par exemple, vous allez le voir sur le Tour de France. Les maîtres ont tendance à transmettre le métier de père en fils, alors qu'au contraire, les compagnons ont une approche beaucoup plus ouverte sur l'offre et la proposition de former des personnes qui ne sont pas forcément fils de maître. Et les maîtres sont bloqués dans la ville où ils habitent, évidemment, où ils ont boutique, alors que les compagnons sont libres de circuler.
Donc c'est typique un Tour de France donc d'un compagnon qui a écrit ses mémoires. Donc effectivement, vous reconnaissez la façon dont un compagnon reçu se nomme. Il est renommé Parisien le Bienvenu, Parisien étant sa ville d'origine. Effectivement, il est lui-même fils d'un compagnon verrier de Paris. Ça, c'est un élément très important qui fait que le compagnonnage est idéologiquement borné dans le temps, puisque pour exister, mais ça c'est lié sûrement à l'époque philosophique, ils se sont sentis obligés de s'inventer une origine mythique. Et ils en ont inventé 3. Et du coup, vu de l'extérieur, ils passaient leur temps à se battre. Donc, c'est vraiment l'image qu'ils donnaient à l'extérieur. Et leur rixe était vraiment sérieuse et sanglante. Alors, là maintenant, on vient à ce pourquoi je trouve intéressant de remonter jusqu'au compagnonnage, c'est que c'est un processus. C'est un processus, voilà, je l'ai décrit sur le petit chemin là, orange. C'est un processus d'accès à une qualification professionnelle qui est donc là, en l'occurrence, un système de formation, mais aussi de perfectionnement, qui a été mis en place par les compagnons. Donc, dans un premier temps, vous voyez, un jeune, alors qui peut être fils de maître, mais pas forcément, justement, sous contrôle des compagnons, ça peut être très ouvert, au contraire. Il y a apprentissage. Dans la mesure où l'apprentissage se fait de façon très classique sur le lieu de naissance et le lieu de vie, d'origine du jeune. Et donc là, il passe chez un maître et il apprend les premiers rudiments du métier, mais avec un seul point de vue, qui est le point de vue de ce maître dans cette ville. Ensuite, dès qu'il est dégrossi, effectivement, il a sollicité l'adoption, d'être adopté par les compagnons. Donc ça, c'est la première étape. Et effectivement, c'est là où les compagnons ont un contrôle de qualité sur le travail d'apprentissage qu'a offert le maître aux jeunes. Et donc la personne va être adoptée. Donc c'est là qu'il y a les fameux rites et les engagements sur les règles, etc. Donc ça s'appelle, à ce moment-là, un jeune, un futur compagnon adopté, s'appelle un aspirant. À ce moment-là, il va commencer son tour, ce qui lui permet d'ouvrir ses connaissances techniques et de rencontrer, en plus, ce qui est très intéressant sur le tour, c'est que c'est multiprofessionnel. Vous ne rencontrez pas que des gens de votre métier, vous rencontrez aussi des gens des autres métiers. Après, donc, dès qu'il a effectivement fait son tour, ce qui peut durer 3-4 ans, avec donc, des choses que vous connaissez peut-être, un système d'hébergement, un système d'aide de bureau d'embauche, un système de financement des premiers jours tant qu'on n'a pas trouvé de travail, etc., tout un système de solidarité. Il est reçu compagnon à la suite ce qu'on appelle une mise en chantier. Et là, effectivement, il propose un travail, sous forme de chef-d'œuvre, peu importe, mais il est reçu compagnon. Et d'ailleurs, être reçu, c'est un mot qu'on emploie toujours. On dit être reçu au baccalauréat. Et ça vient vraisemblablement de là. Donc, à partir du moment où il est compagnon, il se perfectionne. Et donc, en retransmettant, en continuant le tour, etc. Et dans un dernier temps, ce qu'on appelle compagnon fini, il peut y avoir d'autres désignations. Ce qui est très intéressant, ce sont des responsabilités au sein de la branche métier. Donc voilà, tout ça est intéressant à voir dans une perspective de travail autour de Bernard Friot par rapport à ce que c'est qu'une qualification-formation. Et effectivement aussi, ce qui est plus connu, les compagnons, ils ont mis en place des systèmes de grève, des systèmes d'interdiction, des systèmes de block-out, etc. Et tout ce qui est caisse de solidarité, etc., vient de cette période. Je vous propose cette mise en forme que pour garantir une qualité métier,
le triptyque est très important. Imposer un tarif, un prix, un paiement. Donc là, effectivement, les compagnons ont travaillé à la journée ou à la tâche. Ils avaient déjà expérimenté les deux formes. Un système de bureau d'embauche pour effectivement contrôler les propositions de, voilà, je ne vais pas dire d'emploi, mais ce qui viendra les propositions d'emploi et effectivement les conditions qui sont proposées à l'embauche et le fait d'imposer tout ce qui est conditions de travail, d'avoir un système de contrôle et tout ce qui est formation, qualification, comme on l'a vu, les compagnons circulants voient comment les maîtres d'apprentissage se comportent avec les jeunes. Nous arrivons maintenant au capitalisme avec une loi terrible, couperet, qui s'appelle la loi Le Chapelier, et qui dit que tout simplement, il n'existe plus que deux niveaux. Il existe l'individu unique et il existe l'État. Il n'y a plus rien en intermédiaire. Vous comprenez que ça veut dire que du jour au lendemain, le système de formation professionnelle qui avait été élaboré est balayé. Le point de vue de Karl Marx sur cette loi, c'est qu'effectivement, obliger la concurrence entre le capital et le travail à rentrer dans des bornes qui conviennent au capital. C'est assez net. Et effectivement, ça c'est spécifique du capitalisme. La question du travail est un secret caché sous le mouvement de la marchandise. Donc la révolution bourgeoise balaye tout ce qui pourrait être acquis comme expérience sur justement le rapport au travail, le rapport à la qualité au travail, le rapport à la formation. Alors je reviens sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, la mise en valeur de ce qu'on appelle les arts mécaniques. Donc c'est un découpage qui était très utilisé à l'époque et puis qui a disparu. C'est une hiérarchie, c'est vraiment une question d'ordre. Au-dessus, il y a les arts libéraux, donc ça va être les gens de loi. Ça peut varier dans le temps, mais typiquement, ce sont les gens du pouvoir et de la parole au pouvoir. Les arts mécaniques, ce sont les gens du fer, du fer F-A-I-R-E, hein. Il y a le bois et la pierre dedans. Et en dessous, effectivement, les non qualifiés qui, eux, n'existent pas, sont des vagabonds, si on veut. Parallèlement, les gens donc des arts mécaniques au cours de la Révolution française avaient plein de choses à raconter. Et en parallèle aussi, les gens des campagnes avaient plein de choses à raconter. C'est ce que souligne Florence Gauthier, qui fait un travail, elle, spécifique sur les campagnes, et ce qui va me permettre de faire un aparté extrêmement rapide sur la formation en matière de métiers agricoles. Elle remarque effectivement que dans le peuple paysan, il y a énormément de réflexions et de capacités, de propositions à l'organisation de la vie politique et démocratique, mais que c'est complètement, ça tombe sous le préjugé d'une inconsistance, et donc c'est très très peu relayé dans l'histoire. Et elle souligne qu'effectivement, au niveau politique, il y a aussi beaucoup de choses qui viennent des corps de métier urbains. Donc là, je vous dis effectivement que le travail, cette lecture que je vous propose sur les arts mécaniques, elle est complètement à redoubler sur l'agriculture et l'approche technique agricole, puisque aujourd'hui, sachez que la formation agricole en France, elle est entièrement sous le joug de la FNSEA. Donc, imaginez ce qu'on y apprend. Donc, de la même façon que Florence Gauthier notait le mépris qu'il pouvait y avoir pour les propositions politiques venant des campagnes et des villes, c'est-à-dire les gens des arts mécaniques dans les villes et les gens des campagnes, Diderot et d'Alembert le soulignent avec insistance en introduction de l'encyclopédie,
en disant il est insupportable que le savoir-faire des arts mécaniques soit aussi dévalorisé. Et à noter qu'effectivement, aujourd'hui encore, les historiens, il y a très très peu de travaux d'historiens sur ce qui est enseignement technique. Donc, le capitalisme étant installé, on va voir qu'à grande vitesse, tout ce qui est de la transmission des arts libéraux est extrêmement bien pris en charge. Vous avez effectivement les dates que vous voyez là, ça n'arrête pas. On organise le fait que les arts libéraux soient transmis. Pour ce qui est des arts mécaniques, vous allez voir, c'est le no man's land et personne ne s'y intéresse vraiment. Donc, il reste pour ces personnes, ouvriers plus ou moins qualifiés, à rebâtir des institutions, puisque, comme je vous ai dit, avec la loi Le Chapelier, tout ce qui pouvait exister est d'emblée interdit. Donc, ça ne peut plus du tout se manifester, ça ne peut plus du tout proposer une réponse. Donc, c'est remonté via les bourses du travail, qui organisent des cours du soir, donc effectivement où traînent beaucoup de compagnons qui ont l'habitude, qui avaient pris le savoir-faire de la transmission, et typiquement ils se retrouvent dans les bourses du travail. La formation professionnelle, vous voyez, c'est à partir de 1850, on sent qu'il y a quand même un besoin, parce qu'il y a plein de gens comme ça qui n'ont absolument aucune proposition. C'est que là, on est parti dans un foisonnement, mais c'est un tas de paille avec quelques aiguilles au milieu. Donc ça part de partout, œuvres catholiques, des systèmes municipaux, des entreprises, etc. Sachant que les entreprises sont quand même directement concernées. Quand on dit les entreprises, ça veut dire le capital. Ils sont très ambivalents vis-à-vis d'une initiative publique. Ils aimeraient bien que ce soit public parce que ça serait gratuit, mais ils aimeraient bien aussi garder le contrôle sur ce qui est transmis. Donc, ce fourmillement est très très bien décrit dans ce numéro de la revue Formation Emploi, comme je vous dis, qui est facile à trouver, qui est gratuit en accès libre sur Internet. On a, vous voyez sur le triangle, on avait vaguement maintenu bureau d'embauche, formation, qualification grâce aux bourses du travail. Maintenant, il faut travailler sur les prix auxquels on accepte de travailler. C'est là où, effectivement, via la Fédération des bourses du travail, d'une part, et la Fédération nationale des syndicats, d'autre part, se crée la CGT, avec donc cette double entrée, une entrée branche métier et une entrée locale, et qui caractérise encore la CGT aujourd'hui. Parallèlement, les employeurs s'organisent aussi, et donc là c'est une organisation phare du patronat en France qui s'appelle UIMM, qui est donc l'Union des industries métallurgiques et minières, et aujourd'hui s'appelle Union des industries des métiers de la métallurgie, mais c'est vraiment la même histoire. Et donc la CGT va en négociation, opposition avec essentiellement l'UEMM, qui est vraiment le cœur du réacteur de ce que deviendra le CNPF, le MEDEF, etc. Mettre en place les conventions collectives, parce que une convention collective, c'est vraiment tenir les 3 points du triangle. Alors, donc, on passe maintenant à la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Les conventions collectives, elles ont essayé d'exister, mais pouf, la Deuxième Guerre a fait cesser le mouvement. Et avec Pétain, on a carrément une interdiction des syndicats ouvriers et patronaux, puisque Pétain veut tout réorganiser. Et il subsiste une vague association compagnonique où il doit y avoir 5000 personnes, qui est aussi interdite, parce que comme elle est assimilée à la franc-maçonnerie, elle est interdite. Pétain, lui, en fait, via la charte du travail, veut organiser l'harmonie entre les offreurs de travail et les demandeurs de travail. Profitant de cette occasion,
un homme qui est des milieux d'extrême droite de l'Action française lyonnais, va rencontrer Pétain. Il s'appelle Jean Bernard et c'est quelqu'un dont on va pouvoir suivre les œuvres, puisque il va, sous l'égide de Pétain, créer l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, l'AOCDTF. Pétain, donc, en 1941, une journée qui est vraiment une journée provocation, le 1er mai 1941, à Saint-Étienne, qui est un bastion industriel et à 2 pas des lieux de création de la CGT, des lieux de la lutte de classe, fait un grand discours où, effectivement, référence à Bernard Friot, il dit « Je tiens les promesses et même celles des autres ». Et là, il parle de la retraite des vieux. Parce qu'en fait, dans le mouvement 1936, il était question effectivement d'une création d'une retraite. Et Pétain dit « Moi, je le fais, pas de souci ». Et donc, ce même jour, le 1er mai 1941, il adoube cette association compagnonique AOCDTF, dont vous aurez à nouveau des nouvelles plus tard. Et c'est cet homme, Jean Bernard, qui rencontre Pétain pour lui proposer de monter cette association, le fait avec un ecclésiastique, puisque je vous dis, il vient des milieux de l'Action française. Il fait très attention à nettoyer tout ce qui pourrait être à tendance franc-maçonnique, etc. Dans le texte. Ils font ça aux petits oignons pour Pétain. Et il se trouve qu'effectivement, cette association colle très bien avec ce qu'on appelle le projet culturel de Vichy, un système qui repart sur la France internelle, la France des régions. La guerre est finie et on va enfin pouvoir reprendre ce qui était amorcé déjà avant la guerre, c'est-à-dire en 1936, le diplôme du CAP, qui est la référence de la qualification présente dans les conventions collectives et qui donne le prix d'entrée sur un poste de travail quand on peut faire valoir cette certification qui est le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Effectivement, la loi Astier, qui datait de 1919, c'était un essai, mais en fait, les apprentis étant chez des artisans tout seuls, et effectivement, on a vu que ce qui avait fonctionné dans l'apprentissage en régime sous l'Ancien Régime, c'est parce qu'il y avait un contrôle des professionnels qui passaient, qui regardaient, qui encourageaient, qui critiquaient. Des apprentis qui sont tout seuls chez les artisans, l'artisan dit « mais pourquoi ce jeune devrait aller faire des cours ?» En plus, c'était proposé des cours sur le temps de travail. Enfin, les artisans n'adoraient pas du tout. En 1949, effectivement, c'est la première fois, vous vous rendez compte, on est 130 ans après la loi Le Chapelier. C'est-à-dire que l'organisation, le pays, la communauté nationale a mis 130 ans à faire une proposition de remplacement pour offrir à toute une part de la population un accès à une formation qualification, ce qui prouve leur grande envie d'aboutir à quelque chose. Donc là, effectivement, ça va être les ancêtres des lycées professionnels. Et toujours pareil, ça valide le CAP comme niveau de certification, qui valide un prix et qui valide effectivement, on revient sur le triangle, la capacité à être embauché. Un fait très important, c'est à cette époque, on a le témoignage des ouvriers qui travaillent sur ces périodes. Un jeune qui arrive avec le CAP sur le lieu de travail, il a les anciens, si on veut, ont le temps de l'accompagner. Donc le perfectionnement peut se faire.
Alors, la formation professionnelle, elle se dit, elle est pensée comme ça à être à visée humaniste. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toujours proposer une formation technique, d'accord, mais aussi la formation du citoyen. Or, une formation professionnelle propose donc d'aboutir à une qualification. Une qualification, là je reprends le travail de Boni, de Réseau Salariat. Une qualification, c'est une reconnaissance collective. Collective, ça veut dire par les pairs. Or, dans le système dans lequel on est, la persistance de la hiérarchie des savoirs, c'est-à-dire la théorie vaut plus que la pratique. La théorie passe avant la pratique. Et donc, c'est la persistance du fait que les arts libéraux valent plus que les arts mécaniques. Du coup, cette reconnaissance, elle est refusée par les gens qui parlent la société. Et ça, c'est un fait qui est extrêmement important pour analyser le problème de la formation professionnelle en France. Parallèlement, là, c'est le point de vue de l'employeur. L'employeur, lui, et il le fait, je vous dis, via cette lutte qu'il peut y avoir entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, elle veut imposer, le patronat, le capital veut imposer l'approche compétence. L'approche compétence, elle est toujours liée au poste de travail. Elle est toujours extrêmement limitée dans le temps. Elle est toujours hyper actualisée. Ce qui fait qu'une personne n'est jamais qualifiée, en fait. Parce qu'il lui manquera toujours la compétence de plus pour pouvoir se dire que « Ah, bah oui, je peux être payé tant que ça de l'heure. » Mais non, il te manque quelque chose. Les mots-clés donc, et qui s'imposent à la formation professionnelle et qui viennent effectivement du capital sont employabilité, insertion. Et le principe du capital, c'est de ne rémunérer que les savoirs utiles et rentables à court terme. Donc effectivement, le projet de formation du citoyen passera après. Le problème, c'est que ça crée une boucle et un nœud qui se resserrent. Puisque pendant ce temps, les arts libéraux, avec la force qu'ils ont, vous voyez, depuis le lendemain de la Révolution française, ils ont monté toutes les écoles possibles et imaginables, ils sont extrêmement valorisés, ce sont des écoles des formations auxquelles on aspire. Eux, en fait, c'est les professionnels, si vous voulez, qui arrivent sur le marché du travail via ce que j'avais appelé le circuit d'enseignement des arts libéraux, seront toujours de plus en plus orientés vers les métiers qui intéressent le capital, donc des métiers de contrôle, ou effectivement ce qu'on a pu appeler, quelqu'un comme Michel Clouscar a pu appeler les métiers de l'animation, ce qui est une euphémisation du contrôle. Et donc, le fait supplémentaire, c'est que les anciens n'ont plus le temps. La productivité ayant tellement augmenté sur les lieux de travail, recevoir un apprenti, en fait, c'est simplement mettre quelqu'un sur un poste de travail à un prix pas cher, c'est tout. Et donc, vous voyez que la boucle, elle est infinie et le nœud se resserre de plus en plus. Plus il est impossible de faire valoir sa qualification, parce que la reconnaissance étant collective, mais il n'y a plus personne pour faire cette reconnaissance collective. Et la force des formations arts libéraux, qui sont des formations en fait de coercition, renforcées par les employeurs qui aussi poussent sur l'employabilité, ça fait que le nœud se resserre. Or, les lycées pro sont des trésors de pédagogie. Alors, ce sont des pédagogies matérialistes, des pédagogies qui partent toujours de l'activité, du faire pour aboutir à la théorie. Par exemple, je vous cite, mais il y aurait 1000 citations à faire,
Carnet rouge, donc c'est la revue du réseau école du Parti communiste français. Ils font un numéro spécial sur la formation professionnelle. Évidemment, ils citent un pédagogue de la lignée des Vallon, etc., qui, ayant travaillé, ayant observé les jeunes en formation dans des lycées professionnels ou équivalents, voit effectivement comment il est absolument évident que la théorie vient bien mieux quand elle passe d'abord par un système pratique, ce qui est l'entrée matérialiste de la pédagogie. Et donc, l'idée, ça serait de renverser la hiérarchie des savoirs théoriques sur les savoirs pratiques et enfin faire passer les arts mécaniques par-dessus les arts libéraux, sachant que ces métiers, on va appeler les arts mécaniques adaptés dont la liste elle est à mettre à jour à chaque époque, sont indispensables pour la transition. Parce que la transition sera industrielle et la transition, elle devra se faire vers des savoir-faire métiers et des travaux qui sont au service des besoins et non pas au service du profit. La même chose est à remarquer du point de vue de l'agriculture. S'il n'y a pas une reprise en main de l'enseignement de l'agriculture, on n'y aura jamais de transition écologique qui tienne debout. Comme je vous dis, l'agriculture, l'enseignement est sous le joug de la FNSEA. Alors, arrive Macron. Et qui on retrouve ? Ah bah tiens, la OCDTF, vous vous souvenez ? Le fameux Jean Bernard qui était allé solliciter Pétain à la bonne époque. Donc, quand Macron fait cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est la loi qui va aboutir à la mort des lycées pro, toutes les photos de la plaquette de présentation, parce que vous savez qu'il y a une espèce de côté communication avant la mise en place d'une loi, toutes les photos de la plaquette sont fournies par cette association. Cette loi, effectivement, pour ce qui est de l'apprentissage, subventionne énormément l'accès à l'apprentissage. Pendant 2 mois, les subventions sont réservées au niveau en dessous du bac. Et ça dure 2 mois, exactement. Ce qui fait que très vite, toutes les subventions, elles vont à ce que je vais appeler aux formations arts libéraux, les formations bac et plus. Donc, ça signe la mort du lycée pro, parce que j'ai séparé en 2 parties là. Donc, avant 2018, on avait à peu près remis en place un système avec un lycée pro sous statut scolaire, ce qui permet aux jeunes, avec effectivement ces pédagogies matérialistes que je vous décrivais, d'acquérir effectivement une qualification et ensuite en formation continue, en perfectionnement avec des professionnels qui ont le temps de les accueillir. Le système de formation tenait à peu près debout. Avec cette loi, c'est fini. Hein. L'apprentissage est complètement orienté, en fait, l'apprentissage libre, l'apprentissage subventionné est complètement orienté sur les formations que je vais appeler arts libéraux, tandis que, et c'était une demande de l'UIMM, vous vous souvenez, l'UIMM, Union des industries métallurgiques et minières, maintenant Union des industries des métiers de la métallurgie, avaient fait une demande explicite. C'est eux qui étaient à la création de la loi, puisqu'ils n'avaient qu'une idée, c'était de refaire les écoles patronales, avoir un contrôle complet sur le contenu. Et comme en plus, depuis, capitalisme monopoliste d'État, n'est-ce pas, tout ça est financé par la nation, où est le problème ? Donc les deux métiers qui très vite se sont saisis de cette loi, parce qu'ils étaient déjà prêts avant, en fait, ils ont suscité cette loi, sont effectivement l'UIMM et le BTP qui est organisé de façon plus régionaliste. Et puis on retrouve nos petits artisans, nos petits patrons, qui n'ont qu'une seule façon d'aborder la chose, hein, c'est la version Thénardier, c'est-à-dire le jeune est là pour en chier, quoi.
Donc, il est clair que cette loi a fait que, voilà, là, on a beaucoup. Autant il y avait un vague démarrage avec ce projet lycée pro. Là, maintenant, c'est bien rebloqué. Là, on n'a pas beaucoup de capacité à décider. Or, sachez que derrière, effectivement, comme on l'a dit, c'est les transitions vers un nouveau mode de production qui sont en jeu. En conclusion, je vais vous proposer les perspectives de dépassement. Donc la première, je vous l'ai déjà vendue, je l'ai déjà argumentée. Ce sont des propos rapportés par François Ruffin. Donc c'est un homme dans un bistrot qui dit « Tous mes enfants se débrouillent, sauf un. Je lui paye des études. C'est un branleur qui ne veut pas bosser. » Et donc je vous propose de faire une lecture intuitif, sachant que payer des études, c'est payer des études pour avec un projet d'arts libéraux. Cet homme, il n'y a pas de raison qu'il adhère. Et effectivement, un branleur qui ne veut pas bosser, puisque bosser, c'est bosser aux arts mécaniques. Donc ma proposition, je la réitère, au lieu de pousser l'enseignement pro vers l'enseignement général, retombons sur nos pieds et dissolvons l'enseignement général dans l'enseignement pro. Autre conclusion, c'est beaucoup plus lié là par contre au travail de Réseau Salariat. Je reprends le triptyque que j'ai porté depuis la période à Ancien Régime jusqu'aux conventions collectives, qui est le triptyque tarif, prix, salaire, embauche, formation, qualification. Et comme vous voyez, formation, qualification sont très difficilement dissociables dans ce schéma, qui est le schéma du chantage à l'emploi, où, comme disait Yvon Gattaz, tout salaire mérite travail. Le désaccord majeur porte donc sur le travail, et comme vous le savez, seule la bourgeoisie décide du travail. Bourgeoisie en sens de classe sociale, bien sûr. Ce que propose Réseau Salariat, effectivement, comme vous voyez, la qualification, elle s'est détachée du process de formation. Ce qu'on voit en haut à gauche, effectivement, c'est l'élargissement, c'est vraiment le cœur de la proposition Réseau Salariat. La citoyenneté s'est élargie et du coup, maintenant, le droit politique, c'est un droit, effectivement, à la qualification, c'est-à-dire être qualifié, ça veut dire être capable de décider qu'est-ce qui est bon de produire. Qu'est-ce qui est bon d'organiser, comment il est bon de s'organiser au niveau par exemple, de la nation. Le salaire, effectivement, n'est plus lié à un travail, contrairement à ce que dit Gattaz, effectivement, tout salaire mérite travail. Non. Le salaire est un droit qui me donne le droit de décider. Et donc, effectivement, en tant que producteur, je vais me retrouver dans le triptyque produit de mon travail ou produit du collectif de travail auquel j'appartiens, contrat de travail, puisqu'effectivement, on ne travaille pas n'importe comment, et formation. Et c'est sur ce triptyque, effectivement, que vient se caler la formation dans le cadre d'une souveraineté sur le travail. Et puis, par ailleurs, nous entrons enfin, n'est-ce pas, en société de consommation avec ce système, puisque, comme consommateur, j'ai un droit de regard, j'ai une responsabilité même de travailler avec toutes les autres unités de production, quel que soit ce qu'elles proposent, pour avoir quelque chose à en dire. Je vous fais juste un petit bonus extrêmement rapide avec cette personne qui est vraiment extrêmement intéressante parce que c'est la personne type de l'aboutissement de la formation aux arts libéraux. Et si nous courons derrière ces gens-là, nous ne pourrons que tomber dans leur piège. Elle est un pur produit de cette méritocratie républicaine dont nous sommes si fiers. Son père est diplômé d'une grande école, chef d'entreprise, classe préparatoire, elle a fait l'HEC. Elle entre à l'ENA, camarade de promotion d'Alexis Kollers, et elle rencontre là son futur mari, Marc Panier. Elle sort très bien classée, 3 ans inspection des finances, chargée de la mise en place de la tarification à l'activité à la PHP. Ben voyons, les spécialistes apprécient. Elle rejoint la Caisse des dépôts consignations en tant que stratégie
Du coup, elle décide. En 2007, elle rencontre Macron dans un dîner du corps des inspecteurs des finances. Et puis pendant ce temps-là, son mari rentre à Engie. 2 ans plus tard, elle rejoint aussi le privé dans l'automobile. Et puis elle retourne, dans le public, à nouveau à la Caisse des dépôts et consignations. Numéro 2 de la Compagnie des Alpes. Alors la Compagnie des Alpes exploite des stations de ski en France et en Russie. Grâce à elle, 4 milliards d'euros pour les stations de ski qui ne pouvaient pas ouvrir pendant le Covid. C'est une femme extrêmement fortunée, carrière très politique. Réalisation professionnelle majeure, c'est d'orienter l'argent public via la Caisse des dépôts et consignations pour financer un tourisme industriel très énergivore destiné à une clientèle venue en avion de l'autre bout du monde. Conclusion de cette histoire, notre ministre de la Transition énergétique, parce qu'ils ont osé la mettre comme ministre de la Transition énergétique, ici, elle parle dans le noir pour nous expliquer qu'effectivement, il faut qu'on soit très sérieux par rapport à l'énergie. Et elle a un col roulé, oui, parce qu'elle n'a pas pu allumer le chauffage. Elle a un livre, ce qui est très intéressant, elle a un livre sur la mine, lui-même. Tiens, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler, celui-là. Bien en évidence sur son bureau, elle incarne pourtant l'inverse, point à point, point par point, de l'image qu'elle nous donne. Donc, débarrassons-nous-en et vive les arts mécaniques.